Bonjour à tous, nous allons terminer mon top du cinéma américain des années 90, le top spécial Madeleine de Proust de cette décennie, j'ai envie de dire. Et encore une fois, il n'a pas du tout vocation à vous donner les références clés de cette décennie. Ce ne sont pas tous des chefs-d'œuvre et je cherche pas non plus à être absolument anti-démago. Ce sont des films auxquels je suis revenu pas mal de fois pour des raisons très diverses et que je vais détailler très brièvement pour chacun d'entre eux. Alors il y a néanmoins des exceptions, des films totems devant lesquels il faut pas rater le coche, hein, comme pour ce premier choix, Starship Troopers. C'est probablement mon Verhoeven favori, mais je n'ai pas tout vu de cette période hollandaise, Katy Tippel ou Turkish Delight notamment. Donc Starship Troopers s'adaptait d'un roman de science-fiction réputé et que devait réaliser Christophe Gans à ses débuts. Le film fit un scandale à sa sortie, taxé de fasciste. Il est l'avant-dernier film aux États-Unis, pareil parce qu'il avait fait une petite carrière là-bas, étalée sur environ 15 ans, seulement 15 ans d'ailleurs, ça m'avait surpris, je pensais que c'était beaucoup plus long que ça. Il avait quitté les Pays-Bas où il avait aligné plusieurs succès, mais souhaitait déjà se barrer pour fuir l'espèce de cabale médiatique et puritaine avec des films qui taquinaient un peu la censure, comme Speters. Verhoeven, qui est né en 1938, a vu les ravages des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est revenu plusieurs fois en interview sur des éléments vus très jeunes et qui l'ont choqué, comme des corps démembrés, par exemple, et ça se voit dans ses films. Je vous encourage à lire ce petit livre dans lequel il y a un excellent entretien du cinéaste. Donc ça complète ma petite bibliothèque sur le sujet avec le livre édité chez Tasken et le hors-série chez Mad Movies. Donc il faut savoir que ces accusations de fascistes ne sont absolument pas fondées, même si je peux les comprendre. D'abord, elles se basent sur des sur des choix de mise en scène en fait provoquants. Verhoeven bouscule, choque. Le film se déroule dans le contexte d'une société sous le joug d'un gouvernement totalitaire, où pour accéder à la citoyenneté, il faut partir au front. Et il joue avec des références marquées, hein, comme le costume de sensibilité nazie que porte Neil Patrick Harris. Et puis surtout, il engage un casting qui semble issu d'un sitcom. Ils sont beaux, jeunes, sourire ultra bright, un côté un peu arien. Et plus encore, il y a une sorte d'exaltation des scènes d'action, c'est jouissif. Et ça ne fait pas l'impasse pour autant sur la débauche de violence et de gore. Et c'est ça qui dérange en fait. On montre, mais on sublime le geste. L'assaut des arachnides dans la base est incroyable, contemporaine d'une année où les Spielbergiens se touchaient avec 4 dinos dans l'obscurité dans Jurassic Park Le Monde Perdu, là où il y a des centaines de bestioles en full CGI qui envahissent le fort en plein jour. Alors même en France, le film a fait polémique, et je vais citer le réal Christophe Honoré des Cahiers du cinéma, qui a dit, et vous allez voir, c'est assez choquant, j'ai gardé la coupure de presse de l'époque, « Je suis un spectateur expérimenté. Starship Troopers n'est pas un film destiné aux spectateurs expérimentés. Il a été élaboré juste pour faire un maximum d'entrées auprès de jeunes Américains pendant un week-end de vacances. Des puceaux accros aux jeux vidéo qui entrent dans une salle comme ils se mettent aux manettes d'un Doom-like, avec pour seul objectif de voir bousiller tout ce qui apparaît dans leur champ visuel. Starship Troopers a fait un carton le premier week-end de sa sortie, puis les entrées ont chuté. Qu'importe, un week-end a suffi pour rentabiliser le film. » Alors, outre l'extrême condescendance envers les jeunes qui sont allés voir le film, et qui n'étaient pas si nombreux que ça d'ailleurs, il dit aussi pas mal de conneries, parce que le film n'a pas du tout été amorti un week-end. D'ailleurs, c'est impossible. Le film, il a coûté plus de 100 millions de dollars, et il en a rapporté tout juste 100 dans l'exploitation mondiale. Il a été... l'opération fut pérenne, mais après l'exploitation en vidéo. Donc les intentions du film sont évidentes, hein, c'est drôle, c'est satirique. Quand un recruteur félicite le héros pour son inscription dans l'infanterie, il lui dit que ça a fait de lui l'homme qu'il est devenu. Il recule et puis on voit qu'il est en fauteuil roulant. Les publicités, les bulletins d'infos qui rythment le film sont caustiques, aussi percutantes qu'une caricature d'un journal satirique. Ça fait mouche, c'est drôle. Verhoeven est une anomalie parmi ces réals venus d'Europe qui s'installent à Hollywood. À la fois, il est dans le prolongement d'un courant de ces réals européens qui partent à Hollywood et apporter des zones sombres, de doute. Un cinéma de genre, comme on l'a vu dans les années 50, hein, avec De Tos ou Turner, qui signaient des westerns de doute et non pas d'affirmation. C'est idem pour Fritz Lang, hein, il n'y a qu'à voir règlement de compte. Alors que le cinéma américain populaire est plus dans l'affirmation. Et cette vision a changé avec des gens comme Roland Emmerich, René Harlin ou Wolfgang Petersen. Ils se sont parfaitement intégrés dans le système, ont été plus patriotes que le patriote, et ce qui me permet de rebondir avec, dans la ligne de mire,
de Petersen, cinéaste allemand d'origine et qui nous a quittés il y a environ 2 ans et pour lequel j'ai beaucoup de respect. C'est un faiseur, une espèce en voie de disparition. J'aurais du mal à en citer aujourd'hui qui soit aussi versatile. Il y a Roger Donaldson qui a 78 ans et qui semble à la retraite. J'avais pensé à Joe Johnston, le réal de Rocketeer, Chérie, je rétrécis les gosses, Wolfman, Captain America, mais même lui, on voit une certaine thématique qui se détache avec des genres qui semblent s'inscrire dans une forme d'admiration du cinéma populaire des années 50, des films de genre comme le Serial avec Rocketeer et Captain America. Et pour Chérie, je rétrécis les gosses, c'est impossible de ne pas penser à L'homme qui rétrécit. Petersen, c'est un faiseur artisanal, et je le dis sans condescendance. Ses films avaient de la gueule, comparés à ceux de Donaldson, par exemple, La Mutante. Aujourd'hui, la plupart des réals aux USA écrivent ou participent au script. Ils cherchent à mettre des choses personnelles. Petersen, pour 3 films de bateau, difficile de voir un point commun entre Alert, Air Force One ou même 3. Autre fait notable, Dans la ligne de mire a été pendant plus de 20 ans le dernier rôle d'Eastwood dans un film qui ne réalise pas. Il est dans cette période ultra charismatique, il est contemporain d'Impitoyable, sorti l'année d'avant. Il surfe sur le côté héros vieillissant, au passé sombre et douteux, qui sera repris à chaque film de cette décennie. Et c'est un aspect qu'il va enterrer dans tous les sens du terme en 2008, si je dis pas de bêtises, avec Gran Torino, avant d'aborder une autre phase, beaucoup plus légère, avec La Mule, qui est plus solaire, qui est plus léger. Il est très âgé désormais, et depuis quelques années, ses films sont beaucoup moins sombres, ce qui est assez étonnant. Généralement, les réalisateurs âgés, ils épurent leur cinéma, et surtout sont plus pessimistes. Miyazaki, par exemple, Robert Aldrich aussi, si j'en crois les propos de Tavernier, et il aurait été de plus en plus en colère contre la politique américaine, et ce, jusqu'à son lit de mort. Alors, pour revenir sur La ligne de mire, c'est un script solide, une réalisation classique, proche d'Eastwood, à un jeu de focale près. Petersen utilise le zoom, tandis qu'Eastwood l'a très vite délaissé dès le début de sa carrière. Notons un score d'Ennio Morricone, un peu synthétique, mais qui a quand même un thème héroïque. Et il y a une scène que j'aime beaucoup, qui fonctionne très bien. Et j'y ai pensé en relisant un article lu récemment dans Le Monde. C'est dans lequel John Malkovich se construit une arme avec des petits éléments comme on se construit une maquette. Ça en fait une arme indétectable. Et dans l'article du Monde, en fait, on parlait de l'émergence des armes générées par les imprimantes 3D. Donc aujourd'hui, le tueur utiliserait ce procédé. Bref, Dans la ligne de mire, c'est un film classe, racé comme on dit. Et on va rester dans le polar avec Copland. Donc Copland, ça se passe dans une sorte de cité dortoir pour les policiers du New Jersey. C'est une ville qui est gangrénée par la corruption et dans laquelle le personnage de Stallone est mis sur la touche par ses camarades. On sent l'homme blessé par son handicap, par son physique, sentimentalement et même mentalement. Il ne cautionne pas les dérives d'un corps de métier qu'il aime. Et avec le regard de Stallone, on voit une espèce d'amour sincère et pur pour une fonction qui consiste à protéger et servir son prochain, là où ses camarades servent et protègent leur propre intérêt uniquement. On a beaucoup parlé de la fin qui est proche du film « Le train sifflera 3 fois ». Car il peine à avoir de l'aide. Il part tout seul affronter les ennemis, le fusil en main. Et c'est vrai que c'est un final qui est magnifique, anti-spectaculaire, quelques coups de feu, mais l'intensité elle est totale, tant on est avec lui. Mangold a pris le temps de développer les personnages et il nous fait comprendre à quel point le personnage a encaissé toutes les déceptions, la justice. On le prend pendant tout le film pour une andouille et pourtant il va s'emparer du problème. Donc c'est aussi une belle histoire d'amour d'ailleurs contrariée avec cette femme qu'il aime mais qui a fait sa vie avec un des flics corrompus. Il y a une des plus belles répliques romantiques pour moi, c'est quand elle lui demande pourquoi tu ne t'es jamais marié et puis il lui répond parce que les meilleures étaient déjà prises. Donc c'est vraiment très bouleversant et puis en plus de ça, la scène est accompagnée d'une chanson de Bruce Springsteen qui incarne un idéal de l'Amérique. Ensuite, on reste dans le polar. Décidément, cette décennie s'y prêtait bien avec un hit film séminal, maintes fois référencé dans le jeu vidéo ou le cinéma. Donc 36 quai des Orfèvres d'Olivier Marchal évidemment, GTA 4, GTA 5. Donc c'est un film qui est hypnotique, fascinant, beau, excellent portrait masculin. Quelqu'un qui n'a pas mis hit dans les films américains favoris des années 90, c'est quelqu'un qui a plutôt opté pour Révélation de Michael Mann, The Insider, qui est superbe aussi. J'aurais pu le mettre, mais je me contente d'un seul réal à chaque fois. Et Hit a tellement eu d'influence encore aujourd'hui que je n'ai pas souhaité le mettre sous le tapis.
Ensuite, on passe à la science-fiction avec The Arrival. Toei était un script doctor réputé, Waterworld, Le Fugitif. The Arrival, c'est son deuxième film dans une période où on ne comptait plus les histoires d'invasion extraterrestre. Independence Day, Men in Black, X-Files, Mars Attacks, La Mutante, etc. On comptait plus non plus les films avec au centre ou en climax une parabole, Contact, Disjoncté, GoldenEye. Le film de Toei, je l'aime comme j'adore les films de genre carré. On ne sent pas le regard d'un cinéaste, mais celui d'un scénariste chevronné. C'est pas pareil. La sensibilité est différente. Chaque dialogue, élément de narration, en fait, servent le film. Là où un cinéaste va s'arrêter sur un détail, et lui donner une sorte d'émotion, un instant réflexif ou une pause contemplative. Là, on est embarqué dès le début. On sent l'expertise technique de Toei qui pose en 5 minutes les personnages, leurs conflits, l'enjeu, les caractérise avec 3 fois rien. La mise en scène classique compense en fait son manque de génie par des idées barrées, comme par exemple cette boule antimatière et cette séquence folle, extrêmement ambitieuse, dans laquelle Charlie Sheen investit une sorte de base dans laquelle on va piger comment les aliens s'infiltrent parmi nous, tout en CGI. Elle tient encore le coup, malgré un budget moyen. Et puis Charlie Sheen tient une de mes répliques favorites, qui est très drôle dans le contexte du film. Ensuite, True Lies. Alors, généralement, il n'est jamais cité comme le meilleur film du cinéaste. Mon préféré, c'est Terminator 1, mais c'est les années 80. T2, c'est évidemment un effet wow, et en effet plus spectaculaire. Il est plus spectaculaire que True Lies. Pourtant, je le préfère à T2. Alors, peut-être pas à Titanic, hein, que j'aime encore plus au fur et à mesure des visionnages. Mais on va pas se mentir, je préfère m'enjailler devant True Lies que devant Titanic. Alors on connaît l'histoire du film, hein, la volonté de Schwarzenegger de faire un James Bond, sa découverte du film de Claude Zidi. Il a vu le potentiel d'un film qui demandait plus de moyens. J'adore James Bond, je les rachète au fur et à mesure des nouvelles éditions. James Bond d'ailleurs c'est un bon exemple hein, de ce top 20, ce sont pas forcément des chefs-d'œuvre, mais on les revoit comme on relit un Simenon, on a ses chaussons. Voilà, vous apprécierez l'écart entre Schwarzenegger et Simenon. Cameron a accepté la commande, sans doute sa seule commande après Piranha 2. Même si j'aimais beaucoup l'intermède vaudevillesque, pendant longtemps, je trouvais que ça déséquilibrait le rythme. Et depuis 2 ans, en fait, je trouve qu'elle passe beaucoup mieux. C'est clairement cet intermède qui fait le sel de True Lies. Déjà parce qu'il y a Bill Paxton, un vendeur de voitures minable, qui élabore un plan à la con pour draguer de la MILF. Il est impayable. Lourd, vulgaire, puis faussement candide, romantique, façon Errol Flynn. Puis veule, lâche, et il se pisse dessus. Donc n'en jetez pas le Bill Paxton, c'est un acteur génial. Seule la musique de Brad Fiedel n'est pas terrible. Le film multiplie les coups de coude sympathiques. Charlton Heston en simili Nick Fury, Schwarzy qui parle français dans le pré-générique, le striptease de Jamie Lee Curtis et évidemment les 3 climax de Cameron. Franchement, vivement le Blu-ray. Ensuite, Los Angeles 2013. Là encore, c'est pas le plus cité dans l'œuvre d'un cinéaste. Ici, c'est Carpenter. D'ailleurs, il y a un petit lien entre lui et James Cameron. Ce dernier avait travaillé dans les effets spéciaux et les peintures sur verre, notamment d'Escape from New York en 1981. Et il avait tenté d'ailleurs de convaincre Carpenter pour le tournage de cette suite, pour faire appel à sa boîte d'effets spéciaux Digital Domain, alors que la post-production rencontrait de gros problèmes, avec des boîtes qui fermaient, je crois. Carpenter a refusé, sans doute pour des soucis d'économie. Carpenter, c'est un de mes réalisateurs favoris. Hein. J'aime énormément son cinéma, j'aime l'individu. Je suis même allé le voir en concert. Alors évidemment, je citerai plutôt ses films précédents, comme The Thing ou Assaut, comme des références majeures. Donc, encore une fois, là, c'est les années 90. Donc, Los Angeles 2013, pendant longtemps, je l'ai préféré au premier. C'était dû aux copies déplorables que j'avais entre les mains. Il faut que je le revoie dans des conditions optimum. Les années 90 ont été un peu compliquées pour Carpenter, compliquées en termes de reconnaissance populaire, en termes de succès. Los Angeles 2013 a été un tournage éprouvant, il est tombé malade, il y a eu c'est un gros budget, difficile à gérer, des problèmes donc avec la boîte d'effets spéciaux. Et à sa sortie, on lui a reproché son aspect suite remake. Alors c'est vrai qu'il pompe le film dans sa structure, mais plus énervé, plus rock'n'roll, le film il n'arrête pas de bouger, là où le premier se permettait des pauses. Dans Mythe et Masque, les fantômes de John Carpenter, les auteurs disaient qu'on pouvait le considérer comme un film où le héros a conscience d'être dans un remake, ça le fatigue et donc il retourne sur le terrain sans entrain.
Si vous avez ce concept en tête, vous apprécierez davantage le jeu de Kurt Russell. Alors je suis pas d'accord avec tout ce qui est écrit dans le livre, hein, comme le fait que les effets spéciaux ratés jouent en fait sur le côté toc superficiel d'un Los Angeles submergé dans ses propres vices. C'est clairement dommage, même si le prologue, je trouve très bien fait, avec son tremblement de terre et ses effets d'effondrement réalisés à partir de maquettes. Kurt Russell, il est vraiment cool dedans, il y a des caméos sympas, il y a Bruce Campbell, il y a Pam Grier dans le rôle d'un travesti, ce qui est drôle d'ailleurs parce qu'elle jouera des années plus tard une lesbienne dans son Ghost of Mars. Il y a Steve Buscemi, on a envie de lui mettre des claques dans le film. Et puis il y a une reprise du thème musical de New York 97, version bien vénère, rock, avec un final génial, qui me rappelle une des fins d'un de mes jeux favoris, Deus Ex, où J.C. Danton en fait permet l'extinction de l'électricité à l'échelle de la planète. On revient à l'âge de pierre, histoire de mettre toutes les castes sociales au même niveau. Et puis ce regard caméra à la fin, c'est juste excellent. Ensuite, Last Action Hero. Alors Last Action Hero, c'est sans doute pas le chef-d'œuvre de McTiernan, ni même son meilleur film des années 90. Die Hard 3 l'est sans doute, au coude à coude avec le 13e guerrier. Pourtant, c'est un film qui me touche au-delà de ce qu'il est censé procurer. Alors évidemment, c'est un film très amusant, qui démythifie, déconstruit un genre, une icône, Schwarzenegger. Mais je m'étais surtout identifié en fait au jeune gamin qui se lie d'amitié en fait avec le vieux projectionniste. Il s'avère que l'été, pendant 3 ans, entre mes 18 et 21 ans, j'allais aider un projectionniste à Signon, François Morenas, qui avait sa petite célébrité dans le coin, car il avait ouvert le cinéma ambulant pendant ses jeunes années, avant d'ouvrir une auberge où il a fondé un ciné-club. Et puis, il avait construit aussi un cinéma complètement fait de briques et de broc, avec des fauteuils rouges, un entrepôt entièrement tapissé d'affiches de films. Il avait plus de 90 ans, et il voyait plus grand-chose. Et donc, j'ai été ses yeux, et ce sont mes parents qui ont provoqué la rencontre. Et à l'auberge, on m'offrait le couvert. Et comme les films, les projections en festival se déroulaient le soir, bah, j'avais toute la journée pour mater tout ce que je voulais. Il avait une collection fabuleuse de films, de bobines 16 mm, impressionnante. Il avait Metropolis en 16 mm par exemple. Il y avait des vieux films d'actualité, des serials que je croyais disparus. Il m'a fait connaître un pan de cinéma français, Duvivier, Becker. Donc quand je vois le projectionniste qui s'attache au gamin, j'y vois une sorte de passation comme je l'ai connu. Last Action Hero cristallise pour moi les années 90, comme Mario ou Batman et Robin, mais en bien filmé et en bon film, donc démesure, coloré, énervé, du n'importe quoi dans les concepts, les décors, du pognon qui semble jeté par les fenêtres, Schwarzenegger qui était au top de son charisme, McTee d'ailleurs dit dans le commentaire audio qu'il lui faisait mettre de l'auton bronzant entre deux prises, et ça se voit qu'il est de plus en plus orangé. Certains gags sont hilarants, il y a quelques répliques qui font mouche, on reconnaît les ajouts de Shane Black qui agissait comme un script doctor, et je crois que c'est la seule fois où il agissait comme un script doctor. Donc le film a fait un bid injustifié, alors que le studio était persuadé de tenir un hit. Il a gagné en reconnaissance avec le temps, notamment Schwarzenegger dans son autobiographie Total Recall. Ensuite, on enchaîne avec Ronin. Donc Ronin, c'est un film concept autour d'un MacGuffin et des figures de mercenaires qui doivent le récupérer dans un Paris puis un Nice sublimé mais authentique. Il multiplie les scènes qui posent très bien une atmosphère, des personnages archétypaux, et puis tout ça, ça trouve un point d'orgue dans une course-poursuite estomacante. Frankenheimer a souvent reniflé le derrière de Friedkin quand on y pense, hein, la suite de French Connection, que je trouve très bien, et qui reconstitue un Marseille comme je le vois rarement et qui est très juste. Ronin et sa course-poursuite qui tient presque la dragée haute au meilleur de Friedkin, hein, qui reste quand même le maître du genre, hein, donc revoyez celle de French Connection, Police fédérale Los Angeles, et même Jade. Et n'oublions pas qu'il avait aussi bossé sur L'Exorciste au commencement avant de renoncer pour cause de décès. Ronin, c'est un exercice de style de belle facture, un film qui était peut-être désuet alors que le cinéma d'action américain était passé à autre chose entre Speed et Die Hard 3. Et puis un an après Ronin, Matrix portera le genre dans un autre niveau et l'enfoncera davantage dans une image de film un peu vieillot. Bon, c'est comme ça, le cinéma de papa comme disent les jeunes. Autre élément qui en fait une référence pour moi et qui m'avait influencé, au point où j'avais emprunté d'ailleurs une idée sur un scénario d'un cours qui n'a pu être fait,
À la fin de Ronin, je spoil rien, mais il y a une voix off qui ne raconte rien de transcendant, si ce n'est en gros pas de nom, pas d'adresse, c'est le métier qui veut ça. En gros, le narrateur explique qu'il rentre dans l'ombre et disparaît, mais cette voix ne provient pas du héros, mais d'un personnage secondaire, comme si finalement le point de vue sur l'histoire change et apporte un recul inédit, ça redonne in extremis, et c'est assez fou hein, d'y arriver en 3 secondes, ça redonne du poids à un personnage un peu transparent, ça apporte une touche mélancolique, renforcée par un thème très joli d'influence orientale. Donc voilà, ça reste un joli film à voir avec le beau-père. Et du coup, le 10e film, L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est un film de Henry Selick, n'en déplaise aux fans de Tim Burton qui ont tendance à s'aveugler ou à avoir un côté révisionniste comme Himmler. Burton, dans son hommage d'ailleurs à la Cinémathèque l'année dernière, il l'avait cité comme son film dont il est le plus fier. Alors évidemment, ça aide pas la réhabilitation de Henry Selick, d'autant plus qu'il a dû accepter que le nom de Tim Burton soit au-dessus du titre. Burton, dans le livre recueil d'entretien, Burton par Burton, il aurait affirmé que c'est Disney en fait qui a souhaité mettre son nom en avant, car le nom de Burton c'était déjà une trademark avant le milieu des années 90 d'ailleurs. Donc personnellement, la filmo de Burton m'intéresse uniquement entre 85 et 2001, entre Pee-wee et la planète des singes en gros, donc juste 16 années. Big Fish, pour moi, c'est un film d'enterrement thématique, qui en gros c'est va te trouver un job et puis épargne Coco. Et puis aussi un enterrement visuel, hein. Il n'y a plus Rick Hendricks à la direction artistique, il était là dès ses premiers courts-métrages. Donc passer de Batman Returns à Charlie la chocolaterie, c'est quand même assez choquant. Et pour revenir sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, rappelons que Burton a certes dessiné les concepts, mais c'est Caroline Thompson qui a écrit le scénario. Souvent, les fans vont dire que c'est Burton qui a écrit le film, mais c'est absolument pas vrai. Elfman a énormément contribué aussi au scénario pour sa musique. C'est pour moi sans doute l'un des 2-3 chefs-d'œuvre de Danny Elfman, et c'est la musique qui m'a donné envie d'apprendre à jouer du saxophone. Faut savoir aussi que Burton était accaparé par la post-production de Batman Returns, puis par la pré-production d'Ed Wood, pendant l'élaboration du film. Donc il a un rôle de décisionnaire, mais il ne faut pas retirer à César ce qui lui appartient. Il suffit de comparer avec les Noches Funebres ou Frankenweenie. Burton, quand il est totalement réalisateur d'un film d'animation, ça n'a pas du tout la même valeur que ce film. Le fond de l'étrange Noël de Monsieur Jack, il est très fort, hein, très profond. Burton, toujours dans le recueil d'entretien, le qualifiait de Don Quichotte à la poursuite d'un sentiment dont il ne connaît pas la nature. C'est vrai que ce film, on peut y voir une sorte d'allégorie sur la création. C'est toujours un film qui me touche. Voilà, je l'ai revu récemment avec mon fils. Il traverse les générations. Le film n'avait pas très bien marché à sa sortie. Il a vraiment gagné un statut culte au-delà des années 2000. Avec évidemment beaucoup de produits dérivés, beaucoup de gens l'ont redécouvert par la suite. Donc c'est marrant que maintenant c'est le film qui cristallise le réalisateur, alors qu'il n'est pas en fait le réalisateur direct de ce film. Et voilà, donc c'est fini pour les 20 films qui m'ont marqué dans les années 90. Alors je me suis fait une petite pile comme ça de films que j'ai failli mettre dans le top. Il y avait par exemple, les années 90, c'était le premier Pixar, Toy Story. Alors je l'ai pas mis parce que mon Pixar préféré, c'est dans les années 2000, c'est Ratatouille. Et même dans la saga Toy Story, que j'aime beaucoup, attention, hein, c'est Toy Story 3. Le Toy Story 2 était déjà mieux, mais vraiment le 3, parfait. J'ai mis aussi Batman Returns de Burton. Donc je vous ai dit que j'avais un rapport compliqué avec Burton. Il reste quand même très beau, et puis ça me rappelle le jeu sur Super Nintendo, évidemment la série animée des années 90 qui était excellente. Donc il faudrait que je le revoie. J'avais mis le 13e guerrier de côté. Tac, j'avais mis l'impasse avec Pacino. J'ai pas parlé tellement de Brian De Palma. C'est dommage, mais il faut que je le revoie. L'Exorciste 3, plus grand souvenir. Les frères Cohen avec Le Grand Saut. Alors mon préféré des frères Cohen, c'est No Country for All Men. Il y a Fargo aussi qui est très bon, mais je préfère très nettement la série télé. J'avais mis Au revoir à jamais de Ronnie Harlin, scénario de Shane Black avec les dialogues les plus drôles de Shane Black. Dedans, Samuel Jackson incarne un détective caustique, très drôle, une sorte d'héritage de Shaft, les films de la Blaxploitation. Donc c'est très sympa. Blade de Steven Norrington, c'est sans doute une de mes adaptations Marvel favorites.
Il y a encore un côté blaxploitation, c'est plusieurs... Je le préfère au deuxième. Et puis je trouve ça génial l'idée qu'on ouvre un frigo puis on rentre dans un autre monde. Il y a des idées barrées là, comme le vampire obèse qui mange des bébés, il y a des cadavres de bébés autour de lui. Je crois qu'on pourrait plus le faire aujourd'hui. Vampire de Carpenter, surtout pour son premier quart d'heure qui vraiment une leçon de mise en scène. L'ambiance est cool, la musique est cool. James Woods il est cool, c'est un film qui est super cool. Voilà. Jade, totale redécouverte, ça le mois dernier, j'ai failli le mettre, c'est un Friedkin qui est très sous-estimé, sans doute à cause de l'abruti, le scénariste Joe Echteratz. Il frappe très fort dès son prologue au style baroque, tout en mouvement, steadicam qui nous mène à l'oreille d'une chambre. On n'y entre pas, mais on entend qu'un crime se déroule. La démesure de la musique de James Horner, la magnificence du décor, des objets d'art qui peuplent les pièces. Il y a presque une ironie en fait renforcée par le côté ampoulé des artifices. On n'est pas loin d'un Brian De Palma, hein, il cache toutes les cases du baroque, sauf que Friedkin, plus cérébral, nous dit autre chose dans sa mise en scène. Il dit en gros, vous allez rester là à l'orée de la porte pour cette histoire, comme David Caruso, qui n'entravera rien, mais alors rien de l'histoire. Jade, c'est beaucoup plus subtil que Basic Instinct. C'est une femme fragile qui a sa facette sombre, et elle a cédé à des fantasmes, mais elle s'est laissée dépasser. C'est un film qui ne cesse de foncer vers une vérité qui se dérobe. Course-poursuite violente, répercussions sur les dommages collatéraux, très hongkongais dans l'âme. On peut penser à Ringo Lam. Le score, encore une fois, d'Horner qui est génial. Je l'ai vraiment redécouvert avec ce film. Et puis, bah, l'utilisation de Caruso, hein, compris de rester à sa place et qu'on fout dehors dans tous les sens du terme. C'est très osé, c'est très gonflé. J'avais mis aussi les nerfs à vif, j'ai plus le DVD, on s'en bat les couilles. Donc les nerfs à vif, c'est un peu la même chose que dans Los Angeles 2013 ou True Lies. C'est un remake, hein, comme l'était un peu dans Los Angeles 2013, et puis comme True Lies. Je me répète, bon c'est pas grave. Mais en mode outrancier, presque grand guignol. C'est un feu d'artifice, de couleurs, on se lâche sur les filtres. Les années 90, c'est aussi le recyclage, hein, friqué. Autant le premier, l'original de Jack Lee Thompson, était clairement influencé par Hitchcock, autant le deuxième, c'est du De Palma. Alors la musique plein pot, la caméra qui participe à l'ironie de l'histoire et surgonfle chaque situation. De Niro, il participe avec joie, il s'est sculpté un corps bien sec, là où dans l'original, Robert Mitchum, il avait une musculature de forain. De Niro, il est très drôle, comme dans la scène où il rit à gorge déployée dans un cinéma pour pourrir la séance en famille de Nick Nolte et sa famille. J'adorais ce film, franchement je le mettais parmi mes Scorsese préférés. Là je l'ai revu la semaine dernière, donc il reste toujours cool, mais bon, c'est pas aussi cool que Double Team. Et j'avais mis en dernier, donc j'avais mis Snake Eyes de Brian De Palma, mais faut que je le revoie. Et j'avais mis aussi Candyman de Bernard Rose, qui est un film définitif en fait sur les légendes urbaines. Très beau générique avec une musique de Philip Glass. Et puis ma foi c'est tout, donc j'aurais pu parler de l'Armée des 12 singes aussi, mais il faut que je le revoie. Il y a l'atelier d'image qui a sorti une copie de 4K qui paraît-il est magnifique. J'en oublie sans doute plein d'autres. On aura l'occasion d'en reparler. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, portez-vous bien. Bon, je suis très loin des objectifs que je m'étais fixés sur la chaîne qui étaient... Alors c'était un objectif ambitieux, hein, de 500 abonnés, donc je vais sans doute revenir, mais en abordant les choses de façon un petit peu différente. En attendant, portez-vous bien et à l'année prochaine. Ciao!